Je ne peux pas ne pas vous poser la question, si Trump est élu, qu'arrivera-t-il à l'Ukraine? Acceptera-t-il de donner à Poutine les territoires qu'il réclame? Eh bien, tout d'abord, je ne crois pas que Donald Trump sera élu par le peuple américain. Cet homme est un criminel. C'est un menteur. Il n'est pas un partisan des libertés et principes démocratiques fondamentaux des États-Unis. Il parle d'enfermer des Américains, d'enfermer les immigrés, de nuire à notre économie, etc. Donc je ne pense pas que Donald Trump sera président. Donc, si c'est ce sur quoi Poutine parie, il va avoir une mauvaise surprise, je pense. Parce que le président Trump est le seul président des États-Unis contre lequel je crois qu'il y a eu une tentative de coup d'État fait par l'État Depuis profond. le début. Depuis le début, quasiment depuis le début. Chacun d'entre nous a des questions à vous poser. Nous n'avons reçu aucune réponse. C'est très décevant. Je devrais appeler à votre démission. Vous devrez répondre à nos questions maintenant sur les menaces de mort proférées à l'encontre de Donald Trump et de lui permettre d'aller à Pennsylvanie. Vous avez été alerté qu'il y avait quelqu'un, toute la situation avait été identifiée 1 heure auparavant. Et vous les laissez monter sur scène sans lui donner connaissance de ce qui se passe. Donc démission ou explication totale maintenant? Laissez-moi juste dire que nous sommes à la Convention nationale des Républicains et je ne veux pas déranger l'hospitalité des partenaires. Nous pouvons trouver un endroit où aller dès maintenant. Je suis ravi de répondre à vos questions, mais nous le ferons au moment approprié. We'll leave with you then. No, we're going with you. We're going with you. Ladies and gentlemen, please welcome Afghanistan veterans. Go ahead, sir. Nous ne voulions pas qu'un agent monte sur un toit pentu, l'excuse insensée de la patronne des services secrets. Ce bâtiment en particulier a un toit en pente à son point le plus haut. Il y a donc un facteur de sécurité à prendre en compte, a lancé Kimberly Shittle pour justifier l'absence de ces agents là où était posté le tireur. La décision a été prise de sécuriser le bâtiment de l'intérieur. Insurmontable pour les services secrets, l'inclinaison du toit n'a pas empêché Thomas Crook de s'approcher à 120 mètres de Donald Trump pour lui tirer dessus. Découvert par le public, Thomas Crook était aussi dans le viseur des snipers puisqu'il a été abattu 3 secondes après avoir fait feu, ce qui pose encore de nombreuses questions sur les incohérences manifestes du comportement des services secrets, USSS. Incohérences qui ne passent ni auprès du public, ni des élus républicains, qui ont pourchassé Kimberly Shittle lors de la Convention nationale des républicains pour obtenir des réponses qu'ils n'ont pas obtenues, comme vous le montre la vidéo. À croire une source irréprochable citée par Dan Bongino, ex-USSS, quelqu'un devait se trouver sur le toit mais ne s'est pas montré. Personne ne sait pourquoi. Et l'administration Biden aurait demandé à la patronne de l'USSS de se taire si elle voulait garder son poste. Mais ceux qui n'ont jamais accepté la légitimité de Trump, pourquoi? Parce qu'il est extraordinairement dangereux. C'est lui qui est en train d'essayer. Regardez toutes ces guerres qui se sont passées, elles ont toujours été faites par l'État profond aux États-Unis pour enrichir un nombre de gens sur les ventes d'armement, etc. Donc quelque part, on peut dire que les États-Unis, c'est ce que m'avait dit un des banquiers centraux américains il y a 10 ans ou 15 ans, il m'avait dit, aujourd'hui le gouvernement américain, c'est une mafia criminelle. Attention, un train peut en cacher un autre, mais le train de la campagne présidentielle américaine en cache certainement un autre. Et je peux vous dire, c'est pas une locomotive, c'est un paquebot. Bonjour les amis, je partage avec vous l'entretien avec Monsieur Charles Gave sur Sud Radio le 22 octobre 2020, la veille du dernier débat entre Trump et Biden pour la présidentielle qui a eu lieu en novembre 2020. Les révélations qui y sont faites conjuguées avec le nombre incalculable de procès contre Trump avec la dernière acte attentatoire à la vie du candidat Trump, prouvent que Trump dérange extraordinairement le projet machiavélique de l'État profond américain. Suivez l'entretien jusqu'à la fin.
Nous en discutons juste après. Mais avant de poursuivre, rappelons-nous de cette affirmation extraordinaire de Trump. Notre détermination est sans faille. Rien ne m'arrêtera dans cette mission car notre vision est vertueuse, notre cause est pure. Peu importe les obstacles qui arrivent sur notre chemin, nous ne faillirons pas, nous n'abandonnerons pas et jamais je n'arrêterai de me battre pour vos familles et pour notre formidable pays. Jamais. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que dans le silence assourdissant d'un certain nombre, de la grosse majorité des médias mainstream, il se passe quelque chose et on va en parler avec Charles Gave, qui est financier, qui est entrepreneur et qui est président de l'Institut des libertés. Nous avions déjà parlé avec Charles Gave, comme vous savez, de la première histoire avec Hunter Biden, le fils de Joe Biden, ce qui s'était passé en Ukraine. On ne va pas revenir là-dessus, mais on va le dire rapidement. Mais Charles Gave, il s'est passé depuis beaucoup de choses, et notamment la découverte d'un certain ordinateur portable qui fait plus que du bruit, qui fait rumeur. Ah, ça, pour faire rumeur, ça fait rumeur. Alors, il faut essayer de replacer un peu les choses dans leur histoire, parce que le président Trump est le seul président des États-Unis contre lequel je crois qu'il y a eu une tentative de coup d'État fait par l'État depuis le début. Depuis le début, quasiment depuis le début. Au point que le ministre de la Justice actuel, M. Barr, qui est un homme unanimement respecté aux États-Unis, a dit, lorsqu'il était sous serment aux États-Unis, qu'il était certain qu'il y avait eu une tentative de coup d'État contre le président américain. Et pour étudier ça, ce qui est quand même une question très grave, il avait nommé un procureur au-dessus de tout soupçon qui s'appelle M. Durham et qui était chargé d'étudier ça. Et pour des raisons électorales, tout le monde s'attendait à ce que le rapport de M. Durham sorte avant les élections. Oui, ce qui aurait profité à Trump quand même. Ce qui aurait profité à Trump. Eh bien rien du tout, rien n'est sorti. Mais par contre, ce qui est sorti, c'est une histoire extraordinaire. Le fils de M. Trump, Hunter Biden... Le fils de M. Biden. Qui était un drogué notoire, qui a été viré de l'armée pour utilisation de drogue, etc., a laissé, il y a environ, au début de l'année, ou à la fin de l'année dernière, son ordinateur pour être réparé chez un réparateur dans le Delaware, c'est là que les Biden vivent, et il l'a oublié. Au bout de 3 mois, l'ordinateur réparé, ça devient la propriété... si la personne là, du réparateur. Ah oui. C'est la loi même qu'il dit, c'est la loi. Propriétaire du réparateur. D'accord. Et donc, le gars va voir ce qu'il y avait dans l'ordinateur, est absolument affolé par ce qu'il voit, appelle le FBI, qui prend livraison de l'ordinateur, et qui dit, cet homme tout à fait honorable, ancien Marine, je crois, vous savez, il n'arrive jamais rien aux gens qui ne parlent pas. C'est presque mafia Corleone, ça. C'est tout à fait... Ne dites rien et vos enfants ne seront pas orphelins. Voilà, oui, si vous avez de beaux enfants, ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Vous voyez, c'est vraiment le genre de truc... D'accord. Mais alors, cet ordinateur est pris par le FBI. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais le gars qui n'était pas né de la dernière pluie en a fait 2 copies, puisque c'était la propriété, il en avait le droit. Il en a envoyé une à un de ses très bons amis au cas où il lui arriverait malheur, dans un accident de voiture, ces choses-là arrivent. Et la deuxième, il l'a envoyée à l'avocat de Giuliani. Ah oui, Rudy Giuliani, qui est le conseiller de Trump. Qui est l'avocat de Trump, ancien maire de New York, etc., ancien candidat à la présidence de la République et tout et tout. Donc il l'envoie à Giuliani. Il l'envoie à Giuliani, évidemment, il en fait état. Il en fait état, mais juste avant, et ça m'explique pourquoi le rapport Durham n'est pas sorti. Ils attendaient ces scuds pour le lancer 15 jours avant l'élection. Et le gars qui serait à la manœuvre pour lancer toute cette campagne, c'est Steve Bannon. Oui. Vous savez, qui n'est pas un tendre. Oui, et qui a déjà une stratégie. Il était à la manœuvre lors de la campagne de 2016. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur, Charles? Pour ce qu'on en sait. Pour ce qu'on en sait, il y a d'abord la preuve, si vous voulez, les preuves que Joe Biden n'a cessé de dire qu'il n'avait aucun contact avec son fils quand il s'agissait d'affaires. Oui. Et il l'a assuré, il n'arrête pas de le dire et tout. Or là, il y a toutes les preuves que vous voulez qu'ils étaient en contact. Son fils, par exemple, se plaint à sa sœur, lors d'un email, qu'il en a marre de donner 50% de ce qu'il gagne au big man. Au grand homme. Au grand homme, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est quand même, on voit pas très bien à qui. Mais alors, qu'est-ce qu'on découvre? Est-ce qu'on peut inventorier déjà ce qu'on sait des affaires de Hunter Biden, qui sont pas piquées des hannetons? Qui sont pas piquées des hannetons. On sait, par exemple, que 15 jours après qu'il ait été nommé, que Hunter Biden ait été nommé au conseil d'administration de Burisma, qui est une affaire pétrolière extraordinairement corrompue en Ukraine. Oui. Le père Joe Biden
intervenait pour virer le procureur qui faisait des... Absolument. Vous aviez passé à l'époque, là... Tout à fait. Et il conditionnait l'aide de $1 milliard des États-Unis à l'éviction de ce procureur qui emmerdait son fils. Qui emmerdait son fils. Et là, on retrouve les liaisons entre le père et le fils. On sait également qu'il a fait inviter, le fils a fait inviter à la Maison-Blanche du personnel de Burisma. On les a fait rentrer par une porte dérobée, etc., pour donner un petit peu de crédibilité à Burisma, etc. Le jeune Hunter Biden est allé en Chine dans l'avion qu'on appelle Air Force 2, qui est l'avion du vice-président. Oui. Et là, il est reparti une semaine après avoir vu toute une série, après que Biden ait vu toute une série d'hommes éminents, des hommes d'affaires en Chine. Et le jeune Biden a reçu un contrat d'1,5 milliard $ à gérer. C'était une société de gestion d'actifs, alors qu'il n'avait aucune connaissance de la gestion, aucune, etc. À gérer $1 milliard, $1,5 milliard. $1,5 milliard à gérer sur, vous savez, avec des, etc., etc. Parallèlement à cette affaire, ils étaient 3. Il y avait le fils de le beau-fils de Kerry, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Oui. Donc ça, mais c'était son beau-fils, le fils de la femme de Kerry d'un premier mariage. Il y avait un pauvre gars de Los Angeles et il y avait eux. Et le pauvre gars de Los Angeles a fait je sais pas quoi et il s'est retrouvé en tôle. Et du coup, il y a une deuxième série de 26 mm entre lui et Biden qui sont en train d'arriver, dans lesquels ils ne sont pas aussi piqués d'hannetons, dans lesquels on décortique tout ça. Donc la réalité, c'est que ça fait apparaître Biden comme la famille Biden, comme une famille criminelle, si vous voulez. Une famille mafieuse, on peut Une famille dire ça. mafieuse, puisque le frère de Biden, qui ne connaissait rien à l'immobilier, a eu des contrats pour bâtir quelque chose comme 10 000 logements en Irak, payés par le payeur d'impôts américain, sur lequel il a gagné quelques centaines de millions de dollars. Donc, vous avez vraiment l'impression que la façon dont ça se passait, c'est que Biden, vous pouvez pas verser de l'argent au compte d'un homme politique, parce que tout est surveillé, etc. Bien sûr. Mais, tout ça pendant que Biden était vice-président. Vice-président, et quand il était sénateur, etc. Ça remonte à bien loin. Donc, mais vous pouvez pas verser de l'argent. Mais par contre, rien ne vous interdit de verser de l'argent sur le compte du frère, sur le compte du fils, etc. Parce que ça, c'est pas regardé, quoi. Enfin, surtout si vous êtes vice-président, on va pas regarder. Donc ça fait apparaître. Et alors ce que dit, donc c'est une bombe extraordinaire parce qu'il y a des trucs aussi sur le. Je veux pas parler des, ça ne me regarde pas, mais il y a sur la vie privée. Sur la vie privée, mais enfin apparemment il y aurait des, Mais il y a la Chine. Est-ce qu'il y a aussi la Russie? Parce que je crois qu'il y a eu. Il a la Russie. Le jeune Biden aurait reçu de la femme, de l'ex-femme du maire de Moscou. Oui. Qui est une des femmes les plus riches de Russie, 3,5 millions $ pour qu'elle puisse exporter de l'argent de Russie vers les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle essayait de se... Donc, et on lui a fait ouvrir un compte à la JP Morgan. C'était de l'évasion fiscale. Enfin, c'était de l'évasion. C'était le moment, si vous voulez, où la Russie n'était pas en honneur de sainteté, etc. Et donc, un Russe ne pouvait pas ouvrir un compte aux États-Unis. Mais apparemment, elle a pu. Donc, si vous voulez, c'est quand même c'est peut-être, il n'y a pas encore le smoking gun, comme on dit en anglais, vous savez, le pistolet fumant. Oui, le pistolet fumant, oui. Mais enfin, on a déjà quand même des choses assez inouïes. Et ce que dit Bannon, c'est qu'il dit, on n'a encore rien vu. Et ça veut dire que je ne sais pas ce qui va sortir, mais... Mais alors, Charles Gave, si je comprends bien, cette accusation de collusion de Trump avec la Russie, qui a commencé presque avant l'élection de Trump, il y a une collusion de Biden. Et surtout, par exemple, des Clinton. Parlons des Clinton. Ben, les Clinton, ils ont reçu plein de pognon pendant l'administration Obama, des Russes. Monsieur Clinton a fait un discours pour lequel il était payé $500 000, alors que bon, ah là là, il me fait rêver. Il me fait rêver. Moi, j'aimerais bien faire des discours à $500 000, mais et surtout, ils avaient massivement intervenu, les Clinton, pour que des sociétés d'origine russe puissent acheter la moitié des mines d'uranium aux États-Unis. Oui, ça c'est fou quand même. Ça c'est absolument prouvé. Absolument prouvé. Mais je veux dire, on vend les pays. Enfin, on vend l'uranium. L'uranium, c'est pas rien. L'uranium, on sait ce que c'est que l'uranium. Donc, on vend l'uranium des États-Unis à la Russie. Oui. Et celui qui avait acheté l'uranium a été, je crois, le plus gros ou le deuxième donateur à la Fondation Clinton. D'accord. Sur lequel il y a aussi des enquêtes en cours. Mais laissez-moi deviner, si par hasard Trump est réélu, cette enquête ira à son bout. S'il n'est pas réélu, je crains que toutes ces enquêtes ne terminent... Est-ce que vous croyez que ça motive aussi, enfin quelque part indirectement quand même, l'activisme d'Obama en ce moment, à la veille de l'élection? Et oui, parce que quand même, le cher Obama, ce saint homme, saint Obama, vous savez, qui était auprès duquel le Christ n'était qu'un enfant de cœur, quoi, si j'ose dire, il a quand même quelques très grosses casseroles aussi. Donc on fait sortir Madame Obama du bois. Ouais. Parce que la réalité, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, un président américain attire beaucoup les Noirs. Beaucoup, si vous voulez. Il y a beaucoup de Noirs qui trouvent que les démocrates n'arrêtent pas de les trahir et que... Oui, c'est pour la première fois qu'il y a un mouvement noir pour Trump. Exactement. Et pour un président républicain. Pour un président républicain. Il votait à 90% démocrate. Ouais. Et alors, si par hasard les Noirs se mettaient à voter 78% démocrate, tout l'édifice démocrate s'écroule.
C'est ça. Et donc, il est temps de faire sortir toutes les troupes de réserve, les Madame Obama, les Obama, etc. Et c'est Obama qui, en appelant tous les pasteurs du sud des États-Unis, a imposé Biden, qui ne réussissait absolument pas. Sinon, c'est Obama qui a imposé Biden. Ouais. C'est Obama qui a imposé Biden. Donc je crois que ce qu'ils se sont dit, tous ces braves gens de l'État profond américain, et ceux qui me disent qu'il n'existe pas, n'ont pas réfléchi depuis Eisenhower, quoi, à peu près, qu'ils l'avaient déjà dénoncé. Je crois que ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'ils ont mis le type le plus pourri et le plus dangereux, le moins dangereux pour eux, parce qu'au cas où il serait élu président, si ça avait été le fou du Vermont, là, vous savez, comment il s'appelait, Bernie Sanders. Cet andouille, il aurait peut-être été voir les affaires. Ah oui. C'est peut-être un honnête homme. C'est un vrai de vrai. Il serait allé, oui, c'est sincère. Oui, vous voulez dire, avec Biden, il disait, il est faible, il est corrompu, on le tient. L'État profond, on le tient. C'est ça. Donc, donc, tout l'État profond se met à fond pour Biden, et dans cet État profond aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tous les médias sont Fox, sont détenus par 6 grands groupes. General Electric, Walt Disney, etc., ou Amazon. Au New York Times, Washington Post, Jeff Bezos, et compagnie. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est Armageddon, quoi. Vous voyez, c'est comme dans la Bible. Mais juste un mot, à votre avis, parce que effectivement, avec ce silence assourdissant, d'ailleurs, dans les médias français aussi, il faut bien. Alors là, pas un mot. Hein. Je regarde ça avec attention, pas un mot. Alors là. Est-ce que vous croyez que ça peut changer en partie la donne électorale ? Écoutez, je crois que les élections se passent. Trump a une personnalité clivante. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Et donc, vous avez les démocrates qui voteront toujours démocrates, parce que c'est comme ça, quoi. Donc, je dirais, et les républicains de fond voteront républicains. Il y a un énorme enthousiasme pour Trump. Mais par contre, vous avez, les élections se font toujours à la marge sur les 5 ou 6% au milieu qui ne savent pas trop. C'est là où ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer. Et leur dire, écoutez, vous avez un futur président américain qui est complètement corrompu. Ça va être dur pour eux, quoi. Charles Gave, restez avec nous. Et nous continuons notre entretien avec Charles Gave, financier, entrepreneur et président de l'Institut des Libertés. Et Charles Gave, on vient de parler de ces étonnantes révélations que contient l'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils de l'actuel candidat démocrate, et qui s'est retrouvé effectivement, par oubli ou autre, dans les mains effectivement de quelqu'un qui les a passés au FBI et à Rudy Giuliani. Mais dites-moi, est-ce qu'on ne va pas passer pour des complotistes? Est-ce qu'on peut pas? Oui, mais est-ce que c'est sûr que cet ordinateur vraiment ne contient pas les fake news, ou alors est-ce que c'est vraiment l'ordinateur de Joe Biden, etc. Est-ce qu'on est sûr de l'authenticité de tout ça aujourd'hui à l'heure où on parle? Mais écoutez, la première des choses, c'est que les Biden n'ont pas démenti. Et ils peuvent pas démentir pour une raison très simple, c'est qu'ils savent pas ce qui va arriver derrière. Donc ils ont c'est pas fini les révélations. Non. Bannon va faire le nécessaire pour qu'il y en ait de plus en plus qui arrivent. La deuxième, c'est que monsieur McDonald, qui était le patron de cette boutique où l'autre avait laissé son ordinateur, a fait signer la signature est celle de Hunter Biden, qui a été authentifiée, etc. Et la troisième, c'est comme un certain nombre de ces emails allaient vers des personnes tierces sans importance, on va dîner ensemble ce soir, etc. Il y a un certain nombre de gens qui ont été voir les ordinateurs de ces personnes tierces pour vérifier que l'email venait de chez Biden. Donc du même ordinateur. Du même ordinateur. On a croisé. Donc c'est l'ordinateur de Hunter Biden. Il n'y a aucun doute. Et tout le reste, c'est de la littérature. On essaye de vous dire que c'est pas vrai, que c'est un complot, etc. Alors que c'est absolument certain que c'est l'ordinateur. Et en fait, ce qui est étonnant, Charles Gave, c'est vrai, dans cette histoire, quand même, en dehors de ce qu'on peut penser pour le meilleur ou pour le pire de Donald Trump, on peut le détester, l'aimer ou qu'il l'indiffère. Mais au fond, c'est la première fois peut-être dans l'histoire américaine qu'un certain nombre de gens, et non des moindres, ont considéré qu'il était un usurpateur, qui n'avait pas été élu, alors que... Il l'a été parfaitement. Voilà, et qu'effectivement, il fallait le renverser dès avant presque son élection. Ah mais les complots ont commencé immédiatement. On s'est débarrassé de son conseiller spécial pour toutes les questions de sécurité, le général Flint, etc. Et ça n'a pas cessé depuis. Et si vous voulez, par exemple, il a été... le rapport Mueller. Le rapport Mueller, dans lequel il n'y avait rien. Ensuite, on a essayé de... On l'a impeach pour une histoire d'Ukraine qui ne tenait pas debout, etc. Et il n'y a pas eu ce qu'on appelle due process aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu se défendre, c'est-à-dire qu'il n'a respecté aucune des lois. Et Madame Clinton, cette grande honnête femme, a dit il y a 15 jours ou il y a 3 semaines qu'en aucun cas, Joe Biden ne devait accepter la défaite si par hasard il était défait.
Donc, c'est pour vous dire à quel point... On dit ça de Trump aussi, hein. Enfin, mais il l'a jamais dit. Il a dit simplement, s'il y a eu des fraudes, je veux voir, avant d'accepter, je vais dire des fraudes, ce qui paraît bien normal. Mais ceux qui n'ont jamais accepté la légitimité de Trump, pourquoi ? Parce qu'il est extraordinairement dangereux. C'est lui qui est en train d'essayer. Regardez toutes ces guerres qui se sont passées, elles ont toujours été faites par l'État profond aux États-Unis pour enrichir un nombre de gens sur les ventes d'armement, etc. Donc, quelque part, on peut dire que les États-Unis, c'est ce que m'avait dit un des banquiers centraux américains il y a 10 ans ou 15 ans, il m'avait dit, aujourd'hui, le gouvernement américain, c'est une mafia criminelle. Et je ne sais pas comment, me disait cet homme éminent, on va retrouver notre démocratie. Et donc, ils avaient présenté 2 faux candidats, ils espéraient 2 faux candidats, comme toujours, si vous voulez, qui seraient des candidats d'État profond l'un ou l'autre. Et ce cornure de Trump qui arrive... Et qui trouble le jeu. Et qui trouble le jeu, et en plus qui dépense beaucoup moins d'argent qu'eux. Ouais. Et donc s'il est réélu, effectivement... c'est là où ça va tomber, parce que c'est là que le rapport Durham va arriver, et qu'on mettra en prison les Clinton, etc. Donc pour eux, c'est absolument vital qu'il soit battu, parce que s'il n'est pas battu, tous ces rapports de Durham et de Barr vont arriver. Donc dites-vous bien que la moitié du FBI, les 2 tiers de la CIA vont aller en tôle. Ça va être quelque chose, ça. Donc c'est bon, on comprend pourquoi les gens des États profonds s'excitent en ce moment sur cette élection. On le comprend. Qui votera verra, et pour nous, qui vivra verra. Merci Charles Gave. Je vous en prie. Merci pour ces éclaircissements. Que pensez-vous de cet entretien ? La question que je me pose, c'est pourquoi Trump est aussi persécuté jusqu'à ce qu'on ait tenté de l'assassiner ? La liste des affaires de Donald Trump devant la justice américaine est interminable. Rappelons quelques-unes de ces affaires. Depuis la fin de son mandat en 2020, Donald Trump fait face à une série de poursuites judiciaires. L'affaire la plus grave concerne la manipulation des résultats de l'élection présidentielle de 2020 et l'assaut du Capitole. Trump est accusé d'avoir comploté pour manipuler les votes et d'avoir encouragé l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Il est inculpé pour diffusion de fausses informations sur des fraudes électorales et risquait théoriquement d'être interdit d'exercer toute fonction publique. Dans une autre affaire, il est accusé de rétention d'informations secrètes et d'entrave à la justice pour avoir emporté des documents classifiés à Mar-a-Lago. Il fait face à 37 chefs d'accusation et un procès est prévu pour mai 2024. En mars 2023, il a été inculpé pour avoir versé un pot de vin à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels en échange de son silence sur une relation extra-conjugale. Un procès est prévu à New York en mars 2024. En Géorgie, Trump est accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats électoraux lors de l'élection présidentielle de 2020. Une enquête est en cours, notamment sur un appel enregistré dans lequel il demandait de trouver des bulletins supplémentaires en sa faveur. En mai 2023, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation envers eux. Jean Carroll, une ancienne chroniqueuse. Il a été condamné à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Enfin, son entreprise, la Trump Organisation, a été condamnée pour fraude financière et fiscale en janvier 2023. Trump et 3 de ses enfants sont également poursuivis au civil pour fraude au sein de la Trump Organisation, avec une demande de 250 millions de dollars d'indemnité et une interdiction de diriger une entreprise. Donald Trump a souvent qualifié les diverses enquêtes et accusations portées contre lui de « chasse aux sorcières », affirmant qu'elles sont politiquement motivées et orchestrées par ses adversaires, notamment l'administration Biden. Il soutient que ces poursuites visent à l'empêcher de se représenter aux élections présidentielles de 2024 et à nuire à sa réputation. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains de ses partisans et lui-même croient que les accusations sont politiquement motivées. 1. Timing des accusations. Les accusations et inculpations surviennent alors que Trump se prépare pour une nouvelle campagne présidentielle, ce qui alimente les soupçons de motivation politique. 2. Nature des enquêtes. Trump et ses partisans estiment que les enquêtes sont disproportionnées par rapport aux actions alléguées et qu'elles sont menées avec un zèle excessif. 3. Commentaires politiques. Des figures de l'administration Biden et d'autres démocrates ont publiquement critiqué Trump et exprimé leur souhait de le voir empêché de revenir en politique, ce qui renforce l'idée d'une vendetta politique. 4. Utilisation des ressources fédérales. Certains estiment que l'utilisation de ressources fédérales pour enquêter sur un ancien président et potentiel futur candidat est un signe d'implication politique. Cependant, il est important de noter que les enquêtes et accusations sont menées par des institutions indépendantes telles que le FBI et les procureurs, qui sont censés opérer sans influence politique directe. Les preuves et les témoignages recueillis dans le cadre de ces enquêtes seront examinés par les tribunaux, qui décideront de la culpabilité ou de l'innocence de Trump en fonction des faits présentés. La perception de la motivation politique derrière ces enquêtes varie largement selon les affiliations politiques et les perspectives individuelles. Les partisans de Trump voient ces actions comme une tentative de le discréditer, tandis que ses détracteurs considèrent ces enquêtes comme nécessaires pour tenir Trump responsable de ses actions. Vous en pensez quoi ? Vos avis en commentaire s'il vous plaît.
Une chose que me marque personnellement chez Trump, c'est sa détermination malgré tout ce qu'il endure, il n'abandonne pas. C'est une attitude qui conduit toujours d'excellence en excellence dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Notre détermination est sans faille. Nous sommes prêts à créer un gouvernement qui est au service des Américains, le meilleur gouvernement. Rien ne m'arrêtera dans cette mission car notre vision est vertueuse, notre cause est pure. Peu importe les obstacles qui arrivent sur notre chemin, nous ne faillirons pas, nous n'abandonnerons pas et jamais je n'arrêterai de me battre pour vos familles et pour notre formidable pays. Jamais. Et toute l'énergie, tout le combat que j'ai, je le mets à la disposition de notre nation ce soir. Merci beaucoup.